Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, la tour dans laquelle on aime parler du commandeur. C'est toujours Erunim qui est ici avec vous, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous rappeler pour commencer la vidéo qu'il y a un concours qui se passe toujours sur la chaîne pour les 200 abonnés, donc là c'est jusqu'à la fin du mois de mai, je vous laisse vraiment le temps pour vous y inscrire. Le lien est dans la description, et donc du coup qu'est-ce qu'il y a à gagner? 3 deckbox, donc 3 gagnants qui recevront chacun une deckbox Alcov Flipbox Gold de chez Ultra Pro. Donc autant dire un très bon produit que j'utilise moi-même pour certains de mes decks. Donc bon, voilà, c'est plaisir, c'est cadeau, voilà, donc si vous n'avez pas encore participé, bah passez par la description, hein, il suffit de nous suivre au moins sur YouTube, ou alors après aussi sur les réseaux sociaux. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle comme à chaque fois que si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce qu'on fait, tout simplement abonnez-vous à la chaîne, voilà. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, à poster vos propres commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous avez des choses à rajouter. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir, on est là pour discuter ensemble. Moi je prends toujours plaisir à lire vos commentaires, à y répondre. Donc voilà, voilà. Donc le clic est de bonne aloi, le commentaire est de bonne aloi aussi. Voilà. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sur lequel j'étais sûr de devoir passer un jour, puisque c'est un petit peu un passage obligatoire quand on parle du commandeur ou même de Magic en général dans certains formats. Tout simplement, quelles sont les meilleures cartes de chaque couleur. Et bordel que c'est compliqué. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'une couleur que je joue moyennement, voilà, c'est le blanc, tout simplement. Alors, j'ai juste pas mal de choses à vous dire avant même qu'on commence, puisque je sais que certains vont me dire « Oui, mais t'as oublié telle carte, c'est un grand classique. » Oui, mais grand classique ne veut pas forcément dire que c'est l'une des meilleures cartes. Voilà, par exemple, Colère de Dieu n'est pas dans ma liste. Vous allez me dire « What? Je quitte la vidéo tout de suite !» Non, ne quittez pas, écoutez, il y a plein d'autres choses que j'ai à vous montrer, hein. Je veux dire, Colère de Dieu, si vous connaissez, tant mieux, voilà, vous savez, vous avez une carte qui est bonne, que vous pouvez jouer. Voilà, moi je suis là pour vous parler, pour moi, des cartes qui ressortent du lot, qui généralement, quand elles touchent la table, ça fait « Ah, ah ouais » ou « Aïe, 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 aïe ». Enfin bon, il y a une réaction instinctive, voilà, il y a une réaction instinctive vis-à-vis de ces cartes qui fait que voilà, ça souffle, ça râle un petit peu quand vous la lancez. Voilà, c'est ce genre de cartes-là dont on va parler, sans dire non plus qu'elles sont extrêmement pétées, même si c'est un petit peu le but quand même. Je vais vous parler surtout de cartes qui pour moi sont extrêmement flexibles. Alors flexibles pourquoi? Parce que si vous me connaissez bien, je pense pour ceux qui regardent les vidéos depuis quelques temps déjà, vous savez que j'aime les cartes qui ont plusieurs effets possibles, plusieurs modes, voilà c'est très bien, ou qui s'adaptent à plusieurs situations. Et justement, là j'ai été ressortir dans mes petits papiers, j'ai été revérifier cette théorie-là qui vient de Limited Resources, qui a été réexposée justement dans la série des meilleures cartes du Commander par The Command Zone. Ils l'ont ressorti justement, Jimmy et Josh. C'était The Quadrant Theory, alors qu'il pourrait se traduire par la théorie du cadran, mais par pur plaisir et parce que j'ai envie de faire chier, je vais l'appeler la théorie du 4 quarts. Voilà, donc la théorie du 4 quarts, tout simplement que mon 4 quarts, il y a 4 éléments dans lesquels je vais taper pour faire en sorte de faire une partie de Magic. Ces 4 éléments, ce sont tout simplement la phase durant laquelle je vais développer mon board, la phase durant laquelle on va tous se regarder le droit dans les yeux parce qu'on est ex-aequo, la phase durant laquelle je suis en train de perdre, parce que voilà, il y a un joueur qui domine ou plusieurs joueurs qui dominent, et la phase durant laquelle je suis en train de gagner. Donc voilà, ça ce sont mes 4 ingrédients. Et malheureusement, je pense que c'est un petit peu l'un des défauts que les joueurs de Commander ont tendance à avoir, et même moi, hein, je veux dire, carrément, c'est qu'en fait, on compte beaucoup sur les phases de développement et les phases de gagne. C'est généralement, mon plan c'est, je développe mon board, clac, j'arrive à ce stade-là où je suis en train de gagner, la carte-là, elle me permet de gagner, d'appuyer le fait que je gagne, et c'est fini. Voilà, mais non, et comme partie de Commander, ça ne se passe pas comme ça. Analysez un petit peu ce qui se passe quand vous jouez en Commander avec vos amis ou avec des gens que vous ne connaissez pas, mais quand vous jouez une partie de Commander, à chaque fois il y a quelqu'un, il y a un moment où « Ah merde, lui aussi il joue les bonnes cartes !» Et oui, et du coup ça fait que d'un seul coup vos bonnes cartes, en gros elles se contrebalancent, non pas le sort contrebalance, pas l'enchantement, mais en gros on se retrouve avec une sorte de statu quo, ou alors d'un seul coup sa carte à lui elle est légèrement plus forte que la vôtre, et là c'est « Ah, d'accord, ok ». Et malheureusement, étant donné que votre carte elle est essentiellement faite pour gagner, et non pas pour essayer de renverser la partie, du coup ça fait une énorme différence. Et du coup, cette théorie du 4 quarts, pour moi elle est extrêmement importante parce que les cartes doivent être utilisables à n'importe quel moment de la partie. Si jamais vous voyez qu'une carte est morte, sauf si vous avez réuni 3 ou 4 conditions sur le champ de bataille avec vos adversaires, etc., ça va être compliqué, voilà.
ça va être compliqué. Il faut qu'elles aient un impact direct. Et en ça, je tiens à préciser aussi, vu que c'est évident, il y a des cartes dont je ne vais pas parler, mais qui sont quand même de très bonnes cartes. Peut-être parce qu'elles ne rentrent pas exactement dans toutes les catégories de la théorie du 4 quarts, ni dans le fait tout simplement qu'elles soient extrêmement flexibles. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont mauvaises? Non. Ça veut dire qu'elles sont peut-être adaptées à certaines stratégies et pas forcément à toutes les stratégies existantes du Commander. Là, la plupart des cartes dont je vais vous parler, ce sont des cartes qui sont utilisables dans quasiment tous les decks blancs. Ça ne veut pas dire que vous devez toutes les mettre, puisqu'il y a peut-être des stratégies dans lesquelles elles seront moins importantes ou moins intéressantes, et du coup, je vous invite tout simplement à utiliser votre tête. Voilà, puisque bon, vous avez beau suivre mes vidéos, ça veut pas dire que je réfléchis à votre place et que je peux vous donner tout clé en main pour faire votre deck. Bon, sauf si vous voulez faire un deck mentor. Donc bon, ça c'est autre chose, on en parlera par mail si vous le souhaitez. Donc, le meilleur du meilleur, j'ai essayé de faire des catégories. J'ai essayé de faire des catégories parce que tout simplement, c'était bien de catégoriser pour vous ayez une idée un petit peu de quel type de cartes sont les meilleures dans telle ou telle catégorie, mais on va dire que c'est un petit peu dérapé. C'est qu'il y a des catégories que ça marche, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il y en a d'autres où c'est un petit peu plus, c'est très vague, parce que justement, quand on a des cartes qui sont flexibles, du coup, on a du mal à catégoriser un petit peu les cartes. Donc, on va commencer par un truc très simple, c'est la catégorie des protections. Comment protéger son board, comment protéger ses ressources, tout simplement. Alors ça, je vais faire je vais faire direct une entrée par la théorie du 4 quarts. C'est tout simplement que les 3 cartes que je vais vous donner, en fait, étant donné que ce sont des cartes de protection, elles sont utiles quand vous êtes en train de construire votre board en général, puisque bah, du coup, ça vous permet de construire tranquillement et d'éviter les imprévus. De l'autre côté, si jamais vous êtes ex-aequo, bah, ça vous permet de vous protéger si jamais quelqu'un essaye de gagner ou essaye de déséquilibrer un petit peu la partie. Si vous êtes en train de perdre et que quelqu'un, bah, par exemple, veut vous enfoncer, veut vous tuer, généralement, ce sont ce genre de cartes qui peuvent bah, tout simplement vous sauver, vous empêcher de couler. Et quand vous gagnez, bah justement, c'est celle qui vous empêche d'être emmerdé par les adversaires. Donc voilà, je pense que ça résume bien à peu près ces 3 cartes. Donc j'en ai 3 pour vous en protection, c'est la protection de Teferi, la mer des runes et le grand abolisseur. Voilà. Alors, protection de Teferi, c'est une carte qui cote quand même pas mal, un éphémère qui coûte 3 dont un blanc, il a été édité uniquement dans Commander 2017, et dans les Judge Reward aussi. Jusqu'à votre prochain tour, votre total de points de vie ne peut pas changer, et vous avez la protection contre tout. Tous les permanents que vous contrôlez passent hors phase, en gros, ils n'existent plus, mais ils sont toujours, entre guillemets, sur le champ de bataille. Donc ils peuvent en fait pas vraiment être ciblés, ils peuvent pas être sacrifiés, ni rien. Donc voilà, en gros, votre board n'est plus là. C'est comme si vous aviez disparu de la partie, et vous exilez la protection de Teferi ensuite. Donc ça c'est peut-être l'une des meilleures protections, je pense. Si vous ne l'avez pas vu jouer, quelqu'un qui a eu le Commander 2017 et qui ne le joue pas, honnêtement, bah, c'est qu'il a loupé quelque chose, parce que c'est quand même l'une des meilleures cartes de protection qui ait jamais été sortie. Étant donné qu'elle a été sortie en Commander, c'est assez impressionnant de voir la cote qu'elle a, parce qu'elle a plus de 20 €, je crois, pour une carte qui a été sortie uniquement dans pour les formats Eternal, du coup, qui n'est pas joué en moderne, pas joué en standard. C'est quand même assez impressionnant d'avoir des cartes qui cotent comme ça dès leur sortie, sur des produits qui ne sont pas limités en plus, il faut quand même le rappeler. Donc je veux dire, pour moi, c'est quand même relativement représentatif le fait qu'elle cote autant, c'est justement parce qu'elle est aussi forte que ça, oui, voilà. Donc pour moi, protection de Teferi, elle rentre tout à fait dans les 4 catégories du 4 quarts, et dans les 4 ingrédients, je devrais dire, du 4 quarts. Donc, et ça reste pour moi un des éléments majeurs des decks blancs, en fait, qui veulent se protéger un minimum. La mer des runes, c'est un très grand classique aussi, donc une créature humain éclair 1-1 qui coûte 1 blanc, donc déjà pas cher au niveau du mana. Elle s'engage pour que la créature ciblée que vous contrôlez gagne de la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Très bien aussi, le problème c'est qu'elle s'engage, voilà. C'est le truc où en fait du coup, si la mer des runes arrive à passer le premier tour de table, c'est gagné, enfin c'est gagné, vous avez une bonne protection. C'est sûr, si elle n'arrive pas à le passer, bon, voilà, ça peut être un peu emmerdant. Après, généralement, les gens ne gèrent pas une mer des runes toute seule, ils vont commencer à gérer la mer des runes quand il y a autre chose à côté. Donc du coup, la mer des runes, elle est là pour protéger un petit peu vos conditions de victoire, ou vos conditions de stabilisation, voilà, ou de développement, on peut dire. Donc en gros, toutes ces cartes qui font que, justement, soit vous arrivez à gagner, soit vous arrivez à vous développer, soit vous arrivez à stabiliser un peu la game, pour faire en sorte que vous ne soyez pas submergé par les adversaires qui pourraient être plus forts que vous, en fait. Et pour vous dire, je l'ai encore vu jouer très récemment, c'était mes dernières games de Commander là, ce week-end, où tout simplement,
eh bien, la mère des runes, on s'est acharné pendant 3 à 4 tours à essayer de la buter. Mais le problème, c'est que du coup, il faut quasiment se mettre d'accord avec les autres adversaires pour qu'on ait 2 anti-bêtes pour la buter. Ça va être un anti-bête une première fois pour la tuer, et ensuite avoir un deuxième anti-bête soit pour répondre à sa capacité, soit pour la tuer après quand on aurait perdu la protection. Donc du coup, c'est vraiment... voilà, en plus, bon, quand on protège des gros éléments, d'ailleurs il y en a un qui arrive prochainement dans la liste, c'est vrai que la mère des runes, elle est totalement à sa place en fait pour protéger votre deck, et qu'elle fait bien chier quoi, voilà. Elle est pas chère, elle est efficace, alors derrière si vous avez moyen de la dégager régulièrement, c'est sûr que ça va faire un peu mal au cul, mais bon voilà, en gros, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec cette mère des runes qui, toujours, a moyen de protéger un petit peu soit ses fesses, soit celles des meilleures cartes que vous avez. Ensuite, le grand abolisseur, alors lui, c'est une créature humaine éclair pour 2 blancs, 2/2. Pendant votre tour, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts ou activer des capacités d'artefacts, de créatures ou d'enchantements. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ça crée un peu une safe zone. C'est-à-dire que votre tour, c'est votre tour. C'est pas celui durant lequel les adversaires ils peuvent interagir. Tant que lui, il est là, il dit « Allez vous faire foutre ». Voilà, c'est mon tour, je joue mes cartes et vous allez arrêter de me faire chier. Donc du coup, si vous jouez un deck un peu contrôle et que vous mettez des éléments de contrôle sur le board, c'est intéressant de l'avoir. Mais aussi si vous jouez des cartes de créatures, donc du coup, c'est ça que j'aime bien aussi dans le grand abolisseur. Il n'est pas uniquement pour des decks contrôle ou des decks aggro, c'est vraiment, il s'intègre dans tout, dans les combos, dans les contrôles, dans les aggros, les mid-range, tout. À partir du moment où vous posez les pièces durant votre tour, que vous êtes proactif et non pas réactif, du coup vous êtes obligé, enfin le grand abolisseur, il est vraiment, il vous crée cette zone de sécurité où votre tour, vous savez que vous allez pouvoir poser vos permanents, que vous allez pouvoir jouer vos sorts et qu'on va pas vous emmerder. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer un petit peu à la catégorie value. Alors là-dedans, il y a tout, il y a de la pioche, il y a du ramp, il y a des boosts pour vos créatures. Parce que bon, faut quand même rappeler que le blanc, c'est aussi une catégorie où, en dehors de contrôler un petit peu ce qui se passe, on est aussi sur des créatures, tout simplement. Et malheureusement aussi, le blanc, il a un petit problème pour les terrains. Puisque c'est pas une couleur qui rampe toute seule, donc du coup, voilà, il faut quand même que j'en parle un petit peu aussi. Alors dans les enchantements un petit peu contrôle que j'ai l'obéissance aveugle qui coûte 2 dont un blanc, qui a l'extorsion, donc voilà, chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez payer un blanc ou un noir, et si vous faites ainsi, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez autant de points de vie. Alors je vous rappelle que du coup la carte est bien blanche, c'est un texte de rappel l'extorsion, donc du coup le noir ne compte pas. Les artefacts des créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé, donc très bien. Du coup ça permet de contrôler un petit peu le board adverse en disant bah tiens t'as un Sol Ring, ah bah il arrive engagé. Ah c'est con hein. Voilà. Le fait de faire arriver les artefacts et les créatures, c'est très chiant pour les adversaires, ça les fait contrôler, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'extorsion. Parce que l'extorsion reste une capacité qui, en fait, sur le long terme, peut vous apporter beaucoup. Et généralement, c'est vrai que l'obéissance aveugle, les gens vont essayer de la gérer, mais en fait, à un certain stade, c'est quand même moins chiant que d'autres enchantements qui peuvent être beaucoup plus lourds, qui peuvent vraiment faire une grosse différence, et que les adversaires sont un petit peu plus enclins en fait à gérer qu'une simple obéissance aveugle qui fait arriver les créatures engagées quoi, et qui pompe des points de vie une fois de temps en temps. C'est pas grand chose après tout. Eh ben, détrompez-vous, c'est une très bonne chose en fait. C'est une carte très forte, alors après, est-ce que quand vous avez une obéissance aveugle en face, vous devez systématiquement la détruire? Pas forcément. Disons qu'il faut aussi jauger par rapport à ce qui se passe sur le board, voilà. Mais ne détournez pas vos yeux de l'obéissance aveugle, c'est loin d'être une carte qui n'a pas d'intérêt dans les decks. Ensuite, Eleshnorn, grand Cénobite, qui coûte 7 dont 2 blancs, c'est une créature légendaire Praetor, qui est une 4/7 vigilance, qui donne plus de 2 aux autres créatures que vous contrôlez, et -2/-2 aux créatures que vos adversaires contrôlent. Et justement, dans la dernière partie que j'ai jouée, c'était elle que la mère des runes protégeait. Et je vous avoue qu'on en a chié, on en a chié à fond. Du coup, Eleshnorn, je pense que beaucoup d'entre vous doivent la connaître quand même, parmi les plus expérimentés, voire parmi les moins expérimentés aussi, hein. Des fois il y en a un qui a topé une Eleshnorn dans une édition récente, enfin une réédition récente, et généralement ça fait assez mal au board. On est presque sur un race board en fait, d'une certaine façon, puisque le -2/-2, il est conséquent. Il y a quand même beaucoup de créatures assez utiles, voilà. Mère des runes, on en a parlé, le grand abolisseur aussi. Il y a d'autres créatures encore dans ma liste qui vont à 2 d'endurance, et malheureusement, c'est vrai que Eleshnorn a tendance à niquer pas mal de stratégies, des stratégies jetons, mais enfin, généralement aussi, elle les booste aussi, c'est-à-dire que si vous avez Eleshnorn dans votre stratégie jetons, vos jetons 1-1 qui viennent des 3-3, ouais, c'est pas mal. Ça fait un différentiel quand même de 4 de force et d'endurance entre vos créatures et celles des adversaires. +2 de votre côté, -2 de leur côté, c'est énorme. En plus, c'est un gros body, c'est une 4/7, c'est pas le genre de truc qui se détruit facilement en mettant juste une foudre.
Bon, même si Food n'est pas très joué dans le format. Mais voilà, c'est vraiment compliqué à gérer comme carte, et ça a un impact direct durant la partie. Le seul moment durant lequel elle n'est pas utile du tout, c'est en fait tout simplement durant la partie de développement, parce qu'elle coûte trop cher. Mais en fait, à partir du moment où elle arrive sur le champ de bataille, elle déséquilibre toutes les situations qui sont bloquées ou qui sont à votre avantage ou à votre désavantage. C'est vraiment... elle vous met un coup de boost, tout simplement. Donc, Elesh-Norn, encore un grand classique du commandeur qui, ma foi, mérite bien sa place dans cette liste. Alors une carte, un enchantement que j'ai acquis récemment, dont je vous ai parlé dans Téchar, et qui, ma foi, je pense que jamais au grand jamais, je m'étais aussi peu douté de l'efficacité d'un enchantement en commandeur. Et c'est Land Tax, donc la contribution foncière qui coûte 1 blanc. Au début de votre entretien, si jamais un adversaire contrôle plus de terrain que vous pouvez chercher jusqu'à 3 terrains de base dans votre bibliothèque, les révéler, les mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque. Et justement, je pense que Land Tax, en fait, je l'ai largement sous-estimé parce que je l'ai très peu vu, soyons honnêtes, précédemment dans mes games de commandeur. Bon, déjà aussi parce que la plupart de mes amis ne jouaient pas blanc à l'époque. Et en fait, Land Tax, depuis que je l'ai mis dans Téchar, c'est incroyable ce qui se passe. J'ai un avantage en début de game où justement, si je suis pas le premier joueur et que du coup il y en a un qui peut ramper aussi, du coup qu'il y en a un qui va avoir plus de terrain que moi, je peux aller chercher des terrains supplémentaires, filtrer mon deck finalement, donc du coup que ça soit en début ou en fin de partie, et elle peut être utile, tout simplement parce que son utilité c'est de filtrer le deck pour enlever tous les terrains de base et du coup ne piocher que des cartes actives et les terrains spéciaux éventuellement bien sûr, mais voilà, donc du coup... Cette théorie du 4 quarts nous valide aussi Land Tax, alors non pas comme une carte qui a beaucoup d'impact en fait, mais qui permet à d'autres cartes actives d'être piochées plus facilement. Tout simplement en se concentrant sur une pioche de cartes actives et en enlevant tous les terrains de base qui nous seront du coup assez inutiles. Et du coup, moi, enfin là je vous parle d'expérience, Land Tax personnellement, je vais systématiquement chercher mes 3 terrains. Pourquoi ? Parce que, alors vous allez me dire, mais oui mais attends, tu vas chercher tes 3 cartes, tu pioches une carte, ça fait 4 cartes sur le tour, tu vas pas jouer 4 cartes. Non, généralement non. Mais le truc c'est que défausser les cartes en question de terrain que vous avez en trop, ça n'est pas un problème, parce que vous savez que vous allez pouvoir aller en chercher d'autres le tour d'après. Donc du coup en fait vous allez filtrer à chaque fois, et juste retirer des cartes de terrain pour les mettre directement au cimetière. Enfin, à la fin du tour au cimetière. Mais franchement, pour moi ça fait une énorme différence. Ensuite, donc du coup dans la partie value, on a aussi un peu de pioche. J'ai le Menteur des Humbles, qui est quand même une de mes créatures préférées. Je pense que c'est devenu aussi un classique des decks qui jouent des petites créatures, puisque c'est un humain soldat qui coûte 3 dont 1 blanc, c'est une 2-2, et à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 1, et si vous faites ainsi, piocher une carte. C'est un moteur de pioche qui est assez efficace, puisque bon déjà, c'est pas quand vous lancez un sort de créature, mais quand une créature arrive sur le champ de bataille, du coup ils intègrent très bien dans les stratégies jetons, ils s'intègrent très bien dans tout ce qui est Winnie White, petite bête, que ce soit aussi dans les decks blanc-rouge, blanc-bleu, vol, pourquoi pas, dans les decks blanc-vert du coup jeton, je l'ai dit. Voilà, donc franchement, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Ça a été toujours une de mes cartes préférées, qui a été intégrée dans pas mal de decks blancs que j'ai joué, et qui honnêtement, en fait, compense l'un des éléments qu'on fait le moins en blanc, c'est-à-dire la pioche. Donc du coup je vous avais parlé du ramp avec, enfin pas vraiment du ramp mais plutôt d'aller chercher les terrains grâce à Land Tax. Maintenant le Menteur des Humbles lui c'est vraiment de la pioche pure et dure grâce à vos créatures en plus qui sont généralement du coup le centre de votre deck. Donc Menteur des Humbles pour moi une très bonne carte et je pense qu'il a encore de beaux jours à venir dans le commandeur. Alors une autre carte que j'ai beaucoup aimé dans mes decks jetons et dans mes decks où il y avait beaucoup de bêtes, c'est la Croisade Cathare. Honnêtement, c'est un enchantement qui coûte 5 dans 2 blancs, chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Et franchement, je pense que c'est l'une des cartes que j'ai le plus hésité à mettre dans mes decks. Alors vous allez me dire, what? Mais attends, tu me dis que c'est une des meilleures cartes, mais tu dis que tu hésites à la mettre dans les decks. Oui, parce qu'en fait, généralement, quand les adversaires voient une Croisade Cathare arriver sur le champ de bataille, ils sont là. Wow! Alors lui, il va falloir l'arrêter tout de suite. Et ben ils ont raison. Parce que honnêtement, les fois où j'ai mis Croisade Cathare et que ça a dégénéré dans mes decks Winnie White ou dans mes decks jetons, eh ben en fait ça partait en truc stupide, puisque si plusieurs jetons arrivent sur le champ de bataille en même temps par exemple, eh bien comme ils se voient tous arriver, ils déclenchent tous les triggers de la Croisade Cathare, et derrière ils font en sorte de... ils se donnent mutuellement en fait les +1/+1, enfin les marqueurs +1/+1. En plus des autres créatures qui sont déjà présentes, qui vont aussi gagner des marqueurs, etc. Donc honnêtement, c'est vraiment une très bonne carte qui a un impact fou dans les parties.
généralement, qui peut compter, en fait, c'est là où j'aime bien. Alors bon, la partie développement de votre deck, c'est pas tellement utile, mais en fait, durant toutes les parties, vous êtes en train, vous êtes ex-aequo. Alors là, du coup, ça fait une énorme différence, parce que d'un seul coup, vos créatures gagnent des boosts dès qu'il y en a une autre qui arrive sur le champ de bataille, c'est énorme. Le fait de perdre, justement, ça peut compenser la perte, justement, dans les créatures plus fortes. Et de l'autre côté, bah, quand vous gagnez, bah, évidemment, là, ça achève les adversaires, tout simplement. Et qui plus est, bah, avec des stratégies marqueurs +1/+1 aussi, ça peut fonctionner. Et du coup, bah, je vous conseille vraiment cette croisade Cathare si vous voulez un peu enfoncer vos adversaires. Ensuite, on a deux cartes d'une même créature légendaire. On a Audric, maître tacticien, qui coûte 4 dont 2 blancs, qui est 3/4 humain soldat, avec initiative. Et quand lui et 3 autres créatures attaquent, au minimum, eh bien, vous pouvez choisir quelle créature bloque ce combat et comment ces créatures bloquent. Donc, je vous avoue que c'est peut-être l'une des cartes, on m'en avait parlé beaucoup quand j'avais commencé Commander en disant ça c'est super fort, si Audric sort et tout. Oui, c'est vraiment une super carte. Et honnêtement, bah, le fait de pouvoir choisir la phase de bloc, comment c'est bloqué, qui bloque quoi, si ça bloque ou pas tout simplement, eh bien honnêtement je pense que c'est une carte bah, il faudra qu'il est généré, mine de rien. Mais je pense pas autant que la suivante, c'est Audric Maréchal Lunarque, donc qui est toujours humain et soldat à 4 dont un blanc, c'est une 3/3. Et au début de chaque combat, les créatures que vous contrôlez acquièrent l'initiative jusqu'à la fin du tour si une créature que vous contrôlez a l'initiative. C'est vrai aussi pour le vol, le contact mortel, la double initiative, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, la furtivité, le piétinement et la vigilance. Et justement, Audric, je me souviens qu'à la sortie sur Ténèbres sur Innistrad, les gens disaient « Ouais, c'est cool et tout, mais bon là, c'est pas non plus super fort. » Waouh, quel coup de pied au cul il a pris depuis. En gros, Audric Maréchal Lunarque, c'est devenu une des cartes, en fait, il y a des decks qui sont basés dessus en mono blanc, hein, par exemple, il y a des decks Audric qui existent, mais là je vous en parle pas en tant que commandant, hein, je vous en parle en tant que carte dans le deck. Et en fait, ça a un impact direct sur ce qui se passe sur la partie à partir du moment où vous avez quelques mots-clés. En plus, étant donné que les mots-clés qui sont donnés sont vraiment intéressants, le seul étant un petit peu moins bien, certainement la furtivité, puisque bon, c'est des créatures qui ont une force supérieure à celle qui est la furtivité, ne peuvent pas la bloquer, enfin bon, c'est un petit peu space, mais ça peut fonctionner, hein, notamment les stratégies jetons, si vous voulez. Si vous avez une créature qui a la furtivité à côté, ça peut être cool. Pour moi, Audric, en fait, il a un impact assez fort, déjà parce qu'en plus, il intervient à chaque combat, et non pas uniquement durant le combat pendant votre tour, ce qui en fait non pas uniquement un commandant, enfin une carte qui a un intérêt offensif, mais aussi un intérêt défensif. Et du coup, je l'aime beaucoup. Je pense que la capacité qui va le mieux du coup avec Audric, d'ailleurs, c'est la vigilance, puisque ben, tout simplement, avoir la vigilance, c'est faire en sorte que vos créatures peuvent à la fois attaquer et bloquer, ce qui du coup rend votre deck Winnie White ou deck aggro, en fait, tout simplement plus efficace. Et honnêtement, il a un impact fou, voilà. Il touche la table, il n'a pas besoin d'attaquer, il a juste besoin d'être là sur la table au moment du début du combat, et qu'il y ait des créatures avec des mots-clés derrière. Et honnêtement, j'ai déjà vu les decks Audric, j'ai déjà vu les decks où Audric était joué, et franchement, à chaque fois, il a un impact à partir du moment où vous avez pas mal de mots-clés dans le deck. Ensuite, on va parler un petit peu de tutor. Alors, il n'y en a pas beaucoup en blanc, il y en a que vous allez me dire, oui, mais il manque tel ou tel tutor. Oui, bah écoutez, moi, je les trouve moins intéressants que ceux-ci, tout simplement parce qu'ils coûtent parfois plus cher, voilà, tout connement. Mais pour moi, ces trois tutors, en fait, ils ont un réel intérêt, parce qu'ils couvrent en fait plusieurs aspects du blanc que j'aime beaucoup. Donc déjà, on a la préceptrice éclairée, Enlightened Tutor, en anglais avec un mauvais accent, qui coûte un blanc, c'est un éphémère qui va chercher dans votre bibliothèque un artefact ou un enchantement, et qui le met, donc vous la révélez, vous la mettez au-dessus de votre bibliothèque, en fait, après l'avoir mélangé. Évidemment, vous allez me dire, oui, artefact, enchantement, mais oui, mais si je joue pas artefact ou enchantement, dans mes decks jetons, dans mes decks ceci, est-ce que j'en ai réellement besoin? Eh bien, la réponse, pour moi, elle est simple, c'est combien de tutors en blanc existent qui vous permettent d'aller chercher deux types de cartes? Alors certes, vous n'allez pas chercher des créatures, certes, vous n'allez pas chercher n'importe quelle carte, vous n'allez pas chercher un terrain si vous en avez besoin, mais vous allez chercher un artefact ou un enchantement. Honnêtement, même si vous ne jouez pas autour de ce type de cartes, vous avez quand même certainement des enchantements et des artefacts intéressants et même parfois très importants. Je veux dire, tout simplement, pour un blanc, aller chercher Pince-Crâne par exemple, il me semble que pour un deck jeton, c'est intéressant, parce que derrière ça vous fait piocher à mort, et tout ça pour un mana blanc. Alors bon, du coup, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très flexible et en fait elle s'intègre dans beaucoup de decks à partir du moment où il y a du blanc et des artefacts et des enchantements qui ont un impact réel. Finalement, l'impact du tutor, c'est l'impact de la carte que vous allez aller chercher derrière. Si vous n'avez pas d'artefacts ou d'enchantements qui ont des impacts dans la partie, enfin c'est sûr, ne jouez pas le tutor, c'est pas nécessaire.
Mais derrière, si vous en avez quelques-uns, ne serait-ce que un ou deux, voilà, tout simplement. Bon, peut-être pas un ou deux ou trois, on va dire. Bah, prenez le tutor, je pense que ça peut vraiment être utile. Ensuite, maintenant, on va aller tutoriser des créatures. On a le recruteur de la garde, Recruiter of the Guard, dans sa version originale, puisqu'il est sorti en Conspiracy 2, qui vaut aussi d'ailleurs un petit paquet de pépettes, hein, qui coûte 3 dont un blanc, c'est un humain soldat 1-1. Et quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de créature avec une endurance de 2 ou moins, vous la révélez, vous la mettez dans votre main. Alors, 2 ou moins, vous allez me dire, oui, mais c'est une petite bête, etc. Oui, mais par exemple, pour 2 ou moins, vous allez chercher le mentor des humbles. Voilà, tout simplement. Qui est quand même une très bonne carte, et du coup, encore une fois, la qualité du tuto dépend de la qualité des cartes que vous pouvez aller chercher dans le deck. Donc, pour moi, le recruteur de la garde, il a un impact à partir du moment où les cartes que vous allez chercher ont un impact également dans la partie. Même si elles ne sont pas dans cette liste, elles peuvent être très bonnes par rapport à votre deck. Vous avez vu, je le joue également en Téchar, le recruteur de la garde, et c'est un moteur à combo, enfin pas à combo, mais en fait à tuto puis combo assez énorme. Et avec lui, en fait, je suis quasiment sûr de toucher les bonnes cartes dont j'ai besoin. Le dernier tuto, c'est un tuto assez spécial, tout simplement que je n'ai pas trop vu jouer, mais que j'aime beaucoup. C'est les lanciers de Thalia, une créature humain et chevalier qui coûte 5 dont 2 blancs, qui 4-4 initiative, donc déjà un bon body. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de légendaire en fait, et la révéler, la mettre dans votre main. Honnêtement, justement, carte légendaire, encore une fois, on tourne autour Planeswalker, terrain, enchantement, artefact, les créatures, tout simplement, plus basiques. Mais honnêtement, vous avez déjà vu un deck Commander dans lequel il n'y a pas au moins une ou deux ou trois cartes légendaires au minimum dans le deck en dehors de commandant? Personnellement, j'en ai jamais vu. Voilà, je sais qu'il y a des cartes, enfin, si, il y a peut-être... Non, même pas, parce qu'il y a les Planeswalkers, il y a les terrains, il y a trop de choses, qui rentrent en compte en fait, vu que là c'est une carte légendaire, c'est pas une créature, c'est pas spécifié, donc du coup je trouve ça plus intéressant que d'autres tutors, surtout que bon, il y a des terrains légendaires qui ont un réel impact sur le champ de bataille, ne serait-ce que voilà pour produire beaucoup de mana, pour avoir, je sais pas, des effets très particuliers qui vous permettent du coup de renverser un petit peu la game. Tout simplement aller chercher la carte, le Planeswalker qui va avoir un impact sur le champ de bataille, aller chercher la créature qui va avoir un impact également. Enfin, je veux dire, lancer Thalia, vous allez chercher ensuite Audric, vous castez Audric, d'un seul coup vos créatures ont l'initiative, le vol et la vigilance par exemple. Et vous dites, ah ouais merde, c'est vrai que pour 9 mana finalement j'ai eu un réel impact sur la partie. Et voilà. Et c'est plein de choses comme ça qui font que ces lancers de Thalia, en Commander pour moi ils ont énormément de... Ils ont plus de place que n'importe quel autre format, hein, tout ça simplement. Mais je pense que la seule chose qui rebute un peu les gens, c'est le coût de mana. Ça coûte 5 pour aller chercher une carte. Il y en a beaucoup qui trouveront ça très cher, mais on est en blanc. Je veux dire, c'est sûr, si vous jouez blanc-noir, jouez les tutos noirs. Évidemment, vous allez chercher n'importe quelle carte, ça vous coûte 2 mana, ou 3 mana, ou 1 mana de points de vie, enfin... Voilà, mais vous allez chercher n'importe quelle carte, c'est sûr, c'est intéressant. Là, les lanciers de Thalia, pour moi, ils s'intègrent très bien dans les decks qui ont... une combinaison de couleurs qui offre peu de tutos. Donc bon, je pense que ça peut être très intéressant pour le coup. Justement, je parlais de Planeswalker légendaire, j'en ai un. C'est un Planeswalker, c'est le seul que j'ai gagné à ma liste, qui pour moi est sorti vraiment du lot. C'est un Planeswalker en fait qui dès sa sortie a eu un énorme impact sur le Commander, qui est joué dans beaucoup d'endroits en fait, dans tous les decks qui jouent les petites créatures, qui jouent les jetons éventuellement. Voilà, c'est Espet, championne du soleil, qui coûte 6, dont 2 blancs. Alors oui, c'est cher pour un Planeswalker, c'est vraiment cher. Elle arrive avec 4 de loyauté, en fait, le plus 1 vous met tout de suite dans l'ambiance. Mettez sur le champ de bataille 3 jetons de créature, un blanche soldat. Voilà. Donc bonne protection pour elle-même, pour le board, éventuellement s'il y a d'autres Planeswalkers. Bon, très bien dans les Super Friends, etc. Le -3 détruit toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4. Là, c'est très bien pour gérer les situations assez désespérées, en fait, où on est en train de perdre et que du coup, il faut qu'on gère les grosses bêtes. Donc c'est aussi pour ça qu'elle s'intègre pas mal dans les decks qui sont Winnie White, en fait, tout simplement avec des petites bêtes, ou les decks jetons, voilà. Qui plus est, on crée des jetons avec son +1, donc c'est très bien. Et le -7, l'emblème qui donne à vos créatures le +2/+2 et le vol. Donc, je vous avoue que Elspeth, pour moi, elle fait un peu le café. Ça a été un Planeswalker que j'ai beaucoup joué dans mes commandants jetons, dans mes commandants mono blanc. Voilà, je vous avais parlé d'Anna Fenza dans mes commandants préférés, tout à fait. Elspeth, pour moi, elle rentre dedans. Et j'ai vraiment plaisir à chaque fois à la jouer. Et elle a un réel impact, voilà. Je pense qu'on peut pas dire autrement, elle a un impact fort. Et en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. On va parler un petit peu de gestion, parce que bon, je sais que vous avez dit que par exemple
les anti-bêtes à cible unique, j'aimais pas ça. Voilà, je trouvais ça assez inutile, que c'était pas une bonne chose à jouer. Mais il faut penser un petit peu aux joueurs compétitifs. Et du coup, bah, j'en ai mis quelques-uns. Alors j'ai mis des trucs qui ciblent uniquement des créatures, j'ai mis des trucs qui ciblent des artefacts et enchantements, des trucs qui ciblent n'importe quel permanent dans le terrain. Et ensuite on va parler des rase boards, bien sûr, qui sont un grand classique du blanc, hein. Je veux dire, raser tout le board, c'est très blanc en fait comme capacité. Ce qui est un peu con, on pourrait croire que c'est noir, etc. Mais bon, en noir, il y en a aussi d'autres dont je vous parlerai dans la vidéo sur le noir. Donc, on va commencer avec les deux grands classiques, le chemin vers l'exil et le retour au pays. Donc deux éphémères pour un blanc, hein, qui exile la créature ciblée. Donc d'un côté, le chemin vers l'exil permet au contrôleur de la créature d'aller chercher une carte de terrain de base et la mettre engagée sur le champ de bataille. De l'autre côté, le retour au pays fait gagner au contrôleur un nombre de points de vie égal à sa force. Et ce sont deux très bonnes cartes, très flexibles, enfin voilà, qui... Un blanc, c'est rien. Voilà. Alors il y en a une troisième avec le Metalcraft, dont j'ai oublié le nom, qui c'est Dispatch en anglais, mais qui a besoin justement de 3 artefacts sur champ de bataille pour exiler tout court une créature, ce qui est assez fort. Mais bon, voilà, c'est un peu plus... c'est dans certains decks très particulier, donc je pense pas que ce soit réellement utile d'en parler ici. Mais du coup, moi ces deux-là, ça reste quand même des grands classiques, toujours intéressants, qui peuvent être joués dès le début de la partie sur des cartes comme Merde et Rune, pourquoi pas. Qui peuvent être joués aussi sur les plus grosses bêtes qui vont sortir durant la fin, les problèmes qui peuvent vous arriver sur le champ de bataille en fin de partie, alors que vous êtes en train de gagner ou que vous êtes en train de perdre. Donc du coup, voilà, pour moi ces cartes, ça reste quand même des éléments assez intéressants. Mais moi j'ai un petit préféré, un petit à côté, c'est un enchantement, c'est une aura dont je vous ai parlé dans la vidéo de la guerre des Planeswalkers. C'est la mutation de Sombracier qui coûte 2, dont un blanc. C'est une aura de créature qui dit que la créature enchantée est une créature artefact 0-1 insecte avec l'indestructible et qui perd toutes ses capacités. Vous allez me dire, oui mais il est indestructible et tout. Justement il est indestructible, c'est très bien qu'il le soit. Puisque bah du coup tout ce qui fait raseboard ne fonctionne pas et ne permet pas au contrôleur de la créature de retourner en fait éventuellement son commandant en zone de commandement, de récupérer sa créature derrière. Parce que évidemment pour moi la mutation de Sombracier, c'est une carte qui va se jouer alors soit sur les très grosses cartes, soit sur les commandants, parce que du coup, un deck qui s'appuie énormément sur le commandant et qui se fait dézinguer avec 2 mana, enfin, la stratégie du deck n'existe plus. À partir du moment où l'adversaire n'a pas de quoi enlever n'importe quel type de permanent, et ben c'est fini, voilà. Vous remarquerez également le flavor text que j'aime beaucoup, infiniment impuissante. Je pense qu'on en est, je pense que ça résume très bien en fait la valeur de cette carte et quel est son impact sur la partie. Alors ensuite, je vous avais parlé de détruire les artefacts et les enchantements. Je n'ai pas menti, c'est tout simplement rendre à la poussière un éphémère pour 4 dans 2 blancs. Vous exilez un artefact ou un enchantement ciblé, et si vous l'avez lancé pendant votre phase principale, en fait, vous pouvez exiler jusqu'à un autre artefact ou enchantement ciblé. Honnêtement, alors ça m'interpelle un peu toujours à chaque fois les sorts justement de cette période de spirale temporelle qui disent que si vous les jouez en phase principale, vous avez des effets supplémentaires. Un peu à la manière du coup de la capacité de l'allégeance de Ravnica, l'Addenda, Addendum, je sais plus comment est-ce qu'il est comment on l'appelle en français, j'ai oublié si c'est l'un ou l'autre. J'aime bien cette capacité parce que du coup pour 4, exiler 2 artefacts et ou enchantements, oui, totalement. Je pense que là il y a un réel impact, un réel intérêt, et que ça reste quand même des types de permanents qu'on a peu l'occasion de gérer, sauf avec les cartes dont je vais vous parler juste après bien sûr. Mais je pense qu'on a peu d'occasion de les gérer, et du coup là avoir la flexibilité de pouvoir le faire 2 fois sur l'un et ou sur l'autre, je pense que ça c'est plus qu'important. Ensuite pour gérer des permanents, alors moi j'en ai 2, j'ai Concealed Judgment et l'Emprise du Destin. Concealed Judgment, malheureusement c'est une carte que je ne possède pas et que j'aimerais tellement avoir, qui vaut aussi pas mal de sous il me semble de mémoire. C'est un rituel qui coûte 3 dont 2 blancs, qui est en fait Will of the Council. C'est en gros, normalement vous êtes censé voter pour l'un ou pour l'autre, mais ici dans Concealed Judgment c'est un petit peu différent. En gros vous votez, en commençant par vous, chacun va voter pour un permanent que vous ne contrôlez pas vous. Donc voilà, donc du coup votre board est safe. Donc un permanent non terrain par contre uniquement. Vous exilez chaque permanent en fait qui a le plus de votes ou qui est ex aequo au nombre de votes. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette carte puisque du coup ça met en jeu pas mal de politique. Vous pouvez vous arranger aussi avec vos adversaires pour faire en sorte éventuellement de niquer un petit peu un adversaire en particulier qui serait trop fort. Vous pouvez tout simplement faire en sorte que les adversaires se niquent entre eux. L'avantage c'est comme, étant donné qu'il n'y a pas de retour de bâton. C'est-à-dire que par exemple vous allez lancer ça, si c'est vous qui dominez la partie, l'intérêt c'est que derrière vous avez voté pour quelque chose, peut-être que vos adversaires vont vouloir voter pour autre chose pour éviter que vous ayez, que vous puissiez vous débarrasser de quelque chose d'autre, mais malheureusement ça va aussi avoir un impact sur leur partie.
C'est ça aussi qui est extrêmement politique, c'est que finalement, retirer un permanent du champ de bataille, ça n'arrange pas que vous, ça en arrange d'autres également. À moins que voilà, ça n'ait un impact que sur votre deck, ce qui est quand même très particulier après tout, hein, il faut le dire. Mais généralement, voilà, c'est pas vraiment ce genre de situation dans laquelle on se retrouve. Après, si vous souhaitez contrôler un petit peu plus ce qui va être exilé, l'emprise du destin, elle est beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est l'enchantement que j'adore. Depuis que je l'ai eu dans Commander 2015, j'essaie de le jouer autant que je peux quand je joue blanc. Tout simplement un enchantement pour 3 dont 2 blancs, qui quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque adversaire, vous allez exiler en fait jusqu'à un permanent non terrain que ce joueur contrôle, jusqu'à ce que l'emprise du destin quitte le champ de bataille. Et bon, du coup, s'il quitte le champ de bataille, il retourne sur le contrôle de leur propriétaire, bien sûr. Mais moi, l'emprise du destin, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a tellement de politique qui joue là-dedans, puisque bon, vous allez le jouer parce qu'éventuellement quelqu'un a un gros permanent, très chiant, ou même 2 personnes. Et le troisième, ou les autres, en fait, qui ne vous emmerdez pas plus que ça, ils vont devoir aussi sacrifier quelque chose. Enfin, vous allez devoir cibler quelque chose. Mais là, vous pouvez jouer un petit peu sur la politique. C'est ta carte là, ouais, elle a l'air sympa et tout. C'est vrai que c'est elle qui te permet de tenir un petit peu. Bon, écoute, on fait un deal, je t'en enlève une autre. Et toi, bah du coup, comme ça, tu m'en dois une, quoi, voilà. Je t'ai pas exilé ton truc qui te permettait de revenir un petit peu dans la partie, mais voilà, tu m'en dois une aussi, quoi. J'aime beaucoup jouer sur ce côté politique, hein. J'aime bien la politique. Honnêtement, j'ai pas l'occasion d'en faire tant que ça, malheureusement, ça dépend des joueurs, hein, en face. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté politique, en fait, qui a toujours un impact assez fort, en fait, sur les autres joueurs, et qui, éventuellement, vous permet de sceller un peu une alliance, ou même de sceller carrément la partie en dominant ensuite. Du coup, emprise du destin, je l'aime beaucoup. Voilà, pour moi c'est extrêmement flexible, et le fait voilà, d'exiler 3 permanents dans le terrain pour 3, c'est quand même extrêmement fort, même si ça vient pas du même adversaire, d'accord, mais c'est quand même extrêmement fort. Alors on va passer un petit peu au Rasboard, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. Je n'ai pas la colère de Dieu comme je vous ai dit, puisque colère de Dieu pour moi c'est un classique, mais c'est pas forcément une des meilleures, puisque je me privilégie encore une fois la flexibilité. Alors la flexibilité, elle passe par quoi? Elle passe tout simplement par 3 cartes en particulier qui m'ont marqué et que j'aime beaucoup. C'est tout simplement pour commencer le commandement d'austérité, un rituel pour 6 dont 2 blancs qui dit choisissez 2, donc vous avez 2 modes que vous choisissez, soit détruisez tous les artefacts, soit détruisez tous les enchantements, soit détruisez toutes les créatures dont le converti de mana est inférieur ou égal à 3, soit détruisez toutes les créatures dont le converti de mana est supérieur ou égal à 4. Et honnêtement, en ça, je l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement flexible. Je veux dire, je parlais tout à l'heure du deck jeton, Winnie White, tout simplement avec des petites bêtes qui ne coûtent pas beaucoup plus que 3 en fait, au niveau du coût de mana. Et je pense que ça reste un élément très flexible pour ce genre de deck, puisque vous allez tout simplement choisir généralement de ne pas vous emmerder. Vous emmerdez uniquement les adversaires, vous faites en sorte que seules les plus grosses bêtes soient enlevées, et en plus derrière vous avez la possibilité d'enlever les artefacts ou enchantements. Ce qui peut être parfois des emmerdes pour tout le monde, hein. Voilà. Et malheureusement, quand quelqu'un joue énormément d'artefacts, énormément d'enchantements, au bout d'un moment, avoir des choses qui ciblent que 1 ou 2 enchantements à la fois, ou artefacts, malheureusement c'est pas suffisant, c'est pas assez. Donc du coup avoir un Rasboard pour enchantement ou pour artefact, c'est assez utile aussi quand même. La Nova Purificatrice, elle est à peu près dans le même genre, c'est un rituel qui coûte 5 dans 2 blancs, et là vous choisissez soit de détruire toutes les créatures, soit de détruire tous les artefacts et tous les enchantements. Donc là on est sur une version un peu plus bourrine, c'est-à-dire que là c'est vraiment Rasboard pour les créatures ou Rasboard pour enchantement artefact. Il n'y a pas de choix en disant oui je veux seulement que ce soit les créatures avec 3 de force ou moins, enfin 3 de coups de mana ou moins. Non, là on parle vraiment c'est tout le monde pareil. Voilà, c'est aussi pour ça qu'elle coûte un peu moins cher, bien sûr, avec 1 mana, et ça fait une grosse différence. C'est une carte de M19, en plus, qui est assez récente, mais que j'ai déjà vu pas mal jouer, pour moi, qui a un réel impact sur la partie, et cette flexibilité, pour moi, encore une fois, qui permet tout simplement de faire vraiment des dégâts pour les adversaires. Alors, le dernier Rasboard, il est un petit peu particulier, pour moi, il sort complètement du lot. C'est un Rasboard qui ne détruit pas les créatures, qui ne les exile pas non plus, il les met en dessous de la bibliothèque de leur propriétaire, c'est le Terminus, qui coûte 6 dont 2 blancs, et en fait il a un coup de miracle pour 1 blanc. Si jamais vous piochez en fait et que c'est votre première pioche du tour, vous pouvez le révéler à ce moment-là et payer 1 blanc pour le lancer. Et justement j'aime beaucoup Terminus parce que en fait le truc de mettre toutes les créatures au-dessus des bibliothèques de leur propriétaire, pour 6, c'est le coup normal en fait. Je veux dire c'est pour 6 faire cet effet-là, sans avoir de coup de miracle, je dirais bah ouais c'est cool, y a pas de problème. C'est normal de payer autant pour raser le board de cette manière-là. Et le coup de miracle, c'est vraiment le coup du top deck, le coup de j'ai contrôlé dessus de ma bibliothèque éventuellement, pourquoi pas. Et en fait, c'est vraiment le coup où d'un seul coup, bam, j'ai sorti ça.
Et là, bah, derrière, je peux rebuilder mon board tout de suite, parce que bah voilà, c'était au début du tour avec la pioche. Et là, je peux rebuilder mon board éventuellement, et du coup, ça fonctionne très très bien. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais Hieronyme, t'as oublié plein de cartes, etc. Oui, alors je tiens à vous préciser encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les cartes que je viens de citer dans un deck blanc. Il faut toujours être assez flexible et réfléchir à quel est l'intérêt dans le deck que je vais jouer. Celles-ci, les cartes que je viens d'aborder, en fait, sont des cartes qui sont flexibles, qui se retrouvent dans beaucoup de decks différents. Alors certainement plus que d'autres, hein, évidemment, mais je pense qu'il y a un réel intérêt à les utiliser et à les avoir au moins dans la collection pour pouvoir tout simplement faire en sorte de pouvoir les sortir le moment venu quand tel ou tel deck vous intéressera. Et je pense vraiment que ça reste un très grand classique en fait. Alors après, dans les côtés plus classiques, évidemment, vous avez, bah voilà, je vous ai parlé de Colère de Dieu, c'est sûr. Ce genre de rituel-là qui détruit toutes les créatures, bah c'est du classique, mais ça existe en combien d'exemplaires? Il y en a plein d'autres qui existent, avec des petites subtilités, en gagnant des points de vie, éventuellement en détruisant également les permanents qui sont attachés aux créatures détruites, enfin bon, etc. Donc du coup, je pense que cet intérêt-là, il est assez impressionnant en fait. Ces cartes-là, pour moi, elles ont vraiment un impact. Alors vous pouvez avoir une liste différente de la mienne, et ça je vous invite à aller dans les commentaires pour me le dire, hein. Si vous avez des cartes pour vous qui ont vraiment un impact, peu importe, en respectant la théorie du 4 quarts, bien sûr, n'oubliez pas cette fameuse théorie, et du coup, bah voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Juste pour vous prévenir pour la suite de la mini-série du coup ici sur les meilleures cartes de chaque couleur, je ne vais pas faire le bleu la semaine prochaine. Voilà, je vais m'y atteler parce que le bleu, je sens que je vais devoir dégrossir pas mal de choses et éviter de laisser parler mon instinct primal. Mais en gros, il va falloir que je m'y attelle. Mais en gros, la semaine prochaine, ça ne sera pas le bleu. Je vais essayer de dilater un petit peu, de les faire sur, je sais pas, par exemple sur les prochains mois. Éventuellement pour que, on va dire, d'ici le mois de juillet, on ait tous les épisodes qui soient sortis. Mais pas tous à la suite, parce que sinon ça va être chiant. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas de réel intérêt de regarder ces vidéos, bah écoutez, voilà, comme ça vous êtes tranquille. La semaine prochaine, un autre épisode, certainement un deck mentor d'ailleurs, puisqu'on m'a envoyé une liste là juste avant que je commence. Donc, voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, etc. Hein, patati patata, les commentaires, les likes si vous avez aimé. Voilà, en tout cas, moi ça me fait plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux aussi, la tour de commandement sur Facebook, @tour de commandement, enfin @tour de commandement, pardon, à chaque fois j'oublie, et sur Twitter @tourdecom avec 2 M. Vous avez notre adresse mail aussi si vous voulez nous adresser un mail pour, par exemple, parler de deck mentor ou des idées de deck en particulier. Donc du coup c'est tourdecommandement@gmail.com. Moi, Hieronyme, vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi, @hieronyme.fr, et sur Facebook, @hieronyme tout court. Voilà. Non, sans le tout court, hein, voilà, c'était juste pour dire @hieronyme. Voilà. J'espère que du coup vous avez aimé cet épisode, que ça vous fait plaisir et que je vais pouvoir continuer cette mini-série avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, bye bye.